Édition spéciale, les 100 jours de Biden. Le président américain veut jouer les Robins des Bois, rendre aux riches pour donner aux pauvres. Covid-19, économie, climat, justice raciale, Biden reçoit la mention bien. Relation avec les républicains, Biden leur tend la main, mais il lui tourne le dos. Immigration, c'est le talon d'Achille du président. Il n'avait pas prévu l'arrivée massive de mineurs à la frontière avec le Mexique. Politique étrangère, Joe Biden ne veut pas de confrontation avec ses adversaires, mais les prévient qu'en cas de politique hostile, les États-Unis répondront. Les Oscars enfin, cérémonie plus politique qu'artistique, avec une fin qui a provoqué la surprise. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. Joe Biden a préfacé l'anniversaire de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche par un discours au Congrès. Ce n'était pas un discours sur l'état de l'Union proprement dit, mais ça en avait tout de même toutes les apparences. Ce qui manquait toutefois, c'était les 1600 personnes qui, d'habitude, assistent à cet événement. Covid oblige, le vaste hémicycle ressemblait un peu à une salle de cinéma en début d'après-midi. L'assistance avait été ramenée à 200. Des millions de téléspectateurs qui ont suivi le discours ont pu voir un moment historique, la présence au perchoir, juste derrière le président, de deux femmes assises pour la première fois côte à côte, la vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, un symbole puissant de la montée en puissance des femmes dans la politique américaine, René Lake. Oui, tout à fait, Claude. Je ne vous cache pas que dès que le discours a commencé, que tout le monde était assis, j'ai pris mon téléphone cellulaire et j'ai pris une photo de mon écran et je l'ai envoyée à travers le monde à des tas d'amis en leur disant c'est quelque chose de formidable. On a peut-être là les 3 personnes, c'est discutable bien sûr, les 3 personnes les plus puissantes du monde. Et bien de ces 3 personnes-là, il y a 3 femmes. C'est absolument merveilleux de mon point de vue. Deux femmes. Qu'est-ce que j'ai dit? 3. Ah oui, je voulais dire 2 femmes. Ah, j'ai déjà même quelques décennies d'avance. OK. Écoutez, plutôt que de revenir sur le discours lui-même, qui aura été déjà largement analysé lorsque cette émission sera diffusée, l'équipe de Point USA a préféré dresser un bilan de ces 100 premiers jours et discuter aussi de ce que réserve l'avenir. Alors, si l'on regarde les sondages, on voit que Joe Biden reçoit une excellente note pour sa gestion de la pandémie et son plan de sauvetage. Donc, les félicitations qu'il s'est adressées dans ce discours du 28 avril sont méritées, René Lake. Oui, écoutez, oui, regardez, il y a un sondage ABC, donc la chaîne de télévision ABC Washington Post, qui dit que Biden est opinion favorable à 52%, et sur la pandémie, il est à 33% au niveau des républicains. C'est le score le plus élevé qu'il fait. Et par contre, pour l'immigration, notamment par rapport à la question de la frontière sud avec le Mexique, il descend chez les républicains à 10%. Donc, de loin, même les républicains, un républicain sur 3 considère que Biden a bien géré cette question de la pandémie. Et c'est pourquoi, des restes, dans son discours auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, Claude, il a commencé par ce point, il a insisté sur ce point-là parce que c'était là où il était le plus fort. Oui, mais Dennis Beaver, les républicains, eux, se plaignent que Joe Biden ne salue pas suffisamment ce qu'a fait son prédécesseur et ils ont quelques raisons pour cela.
Donald Trump a tout de même été à l'origine de la rapidité avec laquelle les vaccins Moderna et Pfizer ont été conçus. Oui, oui, tout à fait vrai. Biden n'a pas dit que Trump a investi dans 5 ou 6 boîtes différentes, des fabricants de vaccins. Ils ont acheté, ils ont réservé des millions de doses, même beaucoup plus que la population de l'Amérique et des États-Unis. Au moment où on ne savait pas du tout lesquels allaient vraiment survivre les tests, allaient se montrer efficaces. Donc, Trump, il a bien fait. Il a effectivement acheté une police assurance en vaccin pour le pays. Mais alors, Trump n'a pas dit ça. Biden n'a pas dit ça. Donc, ça crée un sentiment, ça nuit aux relations, bien sûr, avec les républicains. Nous en parlerons d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission. Herman Cohen, donc, comme le disait René, là où Biden reçoit une note médiocre, c'est sur l'immigration. Oui, il a tellement critiqué Trump pour l'immigration, c'est-à-dire Trump a renvoyé des gens dans le désert quand ils sont venus demander l'asile politique. Donc, quand il est venu au pouvoir, les gens de l'Amérique centrale, Salvador, Honduras, Guatemala, ils ont dit « Ah, Biden, il est plus gentil, donc il va nous laisser entrer. » Et ils sont venus à la frontière massivement. Mais Biden ne veut pas faire ça, il ne veut pas laisser entrer tout le monde. Donc, pour les adultes, il dit « Vous devez demander l'asile politique chez vous, à l'ambassade des États-Unis. Il ne faut pas venir à la frontière. » Mais aussi, ils ont envoyé des milliers d'enfants, des adolescents à la frontière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On ne peut pas les laisser dans le désert de Mexique. Donc, maintenant, Biden, il a quelque chose comme 10 000 enfants entre l'âge de 15 et 18 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Donc, on voit des images qui sont dans des différents endroits, ils couchent par terre, etc. Donc, ça fait une mauvaise image pour Biden comme il traite des enfants qui cherchent l'asile politique. Et en fait, ils sont 20 000, plus de 20 000 maintenant, plus de 20 000 jeunes et adolescents. Joe Biden a confié le dossier à Kamala Harris. Kamala Harris, qui a, comme le disait tout à l'heure René, écrit une page d'histoire en se trouvant au perchoir avec la présidente de la Chambre. Mais René, est-ce que ça n'est pas un peu pour Kamala Harris un cadeau empoisonné, parce que ce problème de l'immigration, il n'est pas nouveau, il dure depuis plus de 30 ans. Alors, est-ce qu'elle réussira mieux que ses prédécesseurs? Ouais, c'est une excellente question, surtout l'angle sur lequel vous la posez, Claude. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est là où Biden fait son plus mauvais score, et c'est là où il aura la plus grosse des difficultés. Il n'est pas le seul des présidents américains à avoir ces difficultés, bien au contraire. Mais comme le disait Herman tout à l'heure, quand vous êtes très critique, fortement critique vis-à-vis de votre prédécesseur sur cette question, si vous-même vous ne faites pas tellement mieux, il est évident que politiquement, ça risque de se payer assez cher, et on risque de le voir dès les élections de midterm qui vont avoir lieu dans 2 ans. Donc oui, c'est peut-être pas le meilleur cadeau qu'il pouvait faire à Kamala Harris, ça c'est sûr. Si Joe Biden a bénéficié au cours de ces 3 derniers mois d'une lune de miel relative, le plus dur pour lui reste tout de même à faire. Nous en discutons après cette pause. Joe Biden va avoir du pain sur la planche pour les prochains mois. Premier objectif, faire approuver son plan sur l'emploi, les infrastructures physiques et humaines, coût un peu plus de 2 000 milliards de dollars. Les républicains font une contre-proposition d'environ 600 millions de dollars. René, peut-il faire adopter son plan sans l'appui des républicains? Écoutez, ça ne sera possible que s'il utilise encore le même procédé
pour le plan de relance, la réconciliation budgétaire. Et vous le signalez d'une de nos dernières éditions, ce n'est pas un procédé qu'on peut utiliser ad vitam aeternam. Quelles sont les limites? Bon, il y a une nouvelle réglementation parlementaire qui peut permettre de le faire en tout cas plus d'une fois par année maintenant. Quelles en sont les limites? Je ne sais pas trop. Et politiquement, jusqu'à quand peut-on continuer à utiliser un tel procédé technique budgétaire pour faire passer des lois qui, normalement, d'un point de vue du principe démocratique, devraient être simplement votées à la majorité? Bon, dans le cas d'espèce ici pour le Sénat, avec le filibuster, c'est la majorité plus 10. Donc, il y a là une difficulté certaine, Claude. Alors, les républicains de Nice reprochent justement à Joe Biden de n'avoir pas fait d'efforts vraiment sérieux pour obtenir leur soutien. Ils mentionnent par exemple l'adoption du plan de sauvetage par les seuls démocrates comme un exemple de leur mise à l'écart. Votre commentaire? Tu sais, nu ska vi prata svenska. Maintenant, on va parler le suédois. Il nous conduit vers la Suède, vers le socialisme. Alors, tout ce qu'il veut faire, ça va coûter les yeux de la tête. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour l'initiative? Quand vous êtes taxé jusqu'aux yeux, hein, l'initiative sera tuée, le besoin de travailler, vouloir... disons d'avoir une bonne éducation, tout ça, puisqu'on va vous donner du fric. Alors, il nous conduit vraiment vers la faillite dans ce pays et j'en suis pas du tout reconnaissant. Herman, Reagan, vous vous en souvenez, disait « La solution n'est pas le gouvernement est le problème ». Biden, d'une certaine façon, renverse la citation. Le gouvernement n'est pas le problème, le gouvernement est la solution. Et une bonne majorité des Américains, maintenant, qui étaient dans le passé plutôt favorables à un gouvernement limité, semblent changer d'avis. Je suis d'accord. Reagan, bien sûr, il a été élu 2 fois, 2 mandats, il a été élu massivement, mais il n'avait pas le même problème que Biden. J'ai été petit garçon pendant la Deuxième Guerre mondiale et j'ai vu, après la guerre, l'énorme besoin de notre économie. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent pour la reconstruction, pour refaire des usines, etc. Maintenant, à mon avis, c'est le même problème qu'après la Deuxième Guerre mondiale. La pandémie a fait un énorme problème économique. 15 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Beaucoup de magasins sont fermés. On voit personne dans les rues. Les gens ne font plus de shopping. Donc, il faut quelque chose d'énorme pour rétablir une situation normale. Donc, je crois que Biden a bien fait de dépenser tout cet argent et maintenant, il veut continuer, c'est-à-dire réparer les routes qui sont en mauvais état, les ponts, les ports en mauvais état. Dépenser beaucoup d'argent pour mettre les gens au travail, pour réduire le chômage. Et je crois que les républicains qui votent contre ça, ils ont tort. Et que pensez-vous, Herman, de son prochain projet, le projet pour les familles américaines? Parce que vous avez déjà 2 000 milliards pour le plan de relance, 2 000 milliards un peu plus pour les infrastructures, l'emploi. Et si vous ajoutez 2 000 milliards de dollars pour le projet des familles américaines, vous arrivez à un total absolument phénoménal de 6 000 milliards de dollars. Tout ça, ce n'est pas pour les familles. Inclus là-dedans aussi réparation des routes, des ponts, des ports, etc. Ce qu'on a dit, la vraie infrastructure. Mais avec la famille, il parle d'une autre forme de l'infrastructure. Et la grande question, ce sont des femmes qui voudront travailler. Et on ne peut pas travailler sans quelqu'un pour garder les enfants. Donc, il faut dépenser de l'argent pour les garderies des enfants, pour faire une expansion pour que les femmes puissent travailler. Et ce sont dans le secteur social surtout qui va dépenser tout cet argent.
Il est que le programme législatif de Biden semble une véritable victoire pour la gauche. Vous avez regardé le discours, vous avez vu le sourire qui illuminait le visage de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren. Ils obtiennent pratiquement tout ce qu'ils ont demandé. Et René Denis, en tant que républicain, a des raisons de s'inquiéter. Tout à fait, Claude. Non seulement Bernie Sanders était aux anges, mais il y en a une autre qui était aux anges aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était Elizabeth Warren. Elle était vraiment. Elle était au 7e ciel. Et avant elle, quelques jours avant, l'une des leaders du groupe progressiste au niveau de la Chambre basse, quand on lui a posé la question, elle dit qu'elle était très impressionnée par Biden, même impressionnée, elle est même un peu surprise à quel point il est allé, il a poussé un agenda progressiste. Elle lui a donné comme grade, comme note, elle lui a mis un A, qui est la note la plus élevée qu'on pouvait recevoir. Donc oui, je comprends. Et bon, et de notre côté, je comprends également le problème que pose Denis et les autres républicains sur cette question. Mais en même temps, c'est difficile de donner beaucoup de crédit à cela, parce qu'en même temps, ce sont ces mêmes républicains qui ont donné 1,7 trillion de dollars, 1700 milliards de dollars de réduction d'impôts sous Trump en 2017. Donc, le débat sur le déficit budgétaire, sur les excès de financement, il faut qu'on fasse attention, parce qu'on ne peut pas dire une chose et dire son contraire 2 ans plus tard, parce que le locataire de la Maison-Blanche n'est plus du même parti. Donc je crois que, en tout cas, moi, ce qui me paraît être pertinent, le plus pertinent, ce que disait tout à l'heure Herman, c'est que du fait de la pandémie, les Américains, le peuple américain se rend compte de l'importance dans le jeu économique, dans le jeu social, dans le jeu sanitaire de l'État, du gouvernement. Donc aujourd'hui, je crois que la situation est très favorable à Donald Trump par rapport à cet agenda de beaucoup plus de gouvernement, beaucoup plus d'interventionnisme de la part du gouvernement. Et les gens se rendent compte également d'une deuxième chose, c'est que l'Amérique était vraiment très dépendante de la Chine, très dépendante de l'extérieur, de l'Inde, par rapport à un certain nombre de produits très simples, les habits de protection sanitaire dans les hôpitaux, les masques, etc. Et donc, les gens se rendent compte que tout d'un coup, il faut produire beaucoup plus ici. Pour qu'on puisse produire plus ici, il faut qu'il y ait l'État qui fasse une incitation fiscale, mais aussi une incitation par l'injection d'argent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les Américains, c'est ce qui explique ce que vous disiez tout à l'heure, Claude, le vent semble avoir un peu tourné et les gens se rendent compte que, écoutez, c'est vrai qu'il vaut mieux un État compétent, un État présent qui investit à grande échelle parce qu'il est le seul qui a de tels moyens, plutôt qu'un État absent et surtout pas absent ou très peu présent et relativement incompétent, comme on a pu le voir il y a quelques années. Et c'est vrai, les Américains semblent succomber au charme de l'État-providence à l'européenne. Denis, René a raison de le rappeler, sous Donald Trump, on n'a pas fait beaucoup d'économies, les milliers de milliards ont jonglé aussi. Alors pourquoi objectez-vous maintenant quand les démocrates font la même chose, alors que le pays est tout de même dans une situation économique grave et que c'est certainement une bonne formule. S'il faut être keynésien, c'est certainement le moment. Et le gouvernement a un rôle très important à jouer. Tout à fait. Mais ce que Biden veut faire, mais c'est trop. Ça coûte trop. Encore une fois, we are in Sweden. On est en Suède maintenant. C'est exactement ce qu'on a si tu habites Stockholm. C'est fou ce qu'il vous donne. C'est pas du tout américain. Et ça coûte les yeux de la tête. Oui, il faut faire quelque chose, mais d'une manière raisonnable. Ce qu'il propose, c'est vraiment à gauche. Sanders, c'est pas un socialiste, c'est un communiste. Et ça me fait vraiment peur. Il est content, lui. Il est très heureux. C'est un danger devant nous. C'est l'argument que vont utiliser les républicains en 2022 pour les législatives.
brandir de nouveau le sceptre du socialisme. Herman, on a comparé l'agenda très ambitieux de Joe Biden à un agenda, un programme véritablement pour la classe moyenne. Et on l'a comparé un petit peu au New Deal de Roosevelt et aussi à la grande société de Lyndon Johnson. Selon vous, plus New Deal que grande société? Oh, je crois que c'est plus New Deal parce que les sommes sont tellement énormes comme président Roosevelt a fait. Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est absolument nécessaire parce que le problème est tellement grand, n'est-ce pas? Et aussi, le programme, c'est sur 8 ans. On ne va pas dépenser tout cet argent dans 1 an. Et aussi, Trump a dit qu'il faut augmenter les impôts sur les gens très riches, c'est-à-dire si quelqu'un gagne plus que $400,000 par an, il aura ses impôts augmentés. Donc, c'est-à-dire 1% de la population gagne cet argent. Et finalement, il va augmenter les impôts sur le plus-value, n'est-ce pas? Il va augmenter ça à quelques pourcentages. Donc, c'est pas l'argent gaspillé à l'air comme ça. Il va rembourser le trésor dans 8 à 10 ans. Dans un instant, quelle note donner à la politique étrangère de Joe Biden? La politique étrangère n'est jamais la préoccupation principale des Américains. Aussi, semble-t-il, d'une façon générale, plutôt satisfait de voir la nouvelle administration mener une diplomatie moins vociférante que la précédente. Quels sont, selon vous, Herman Cohen, les points forts de cette diplomatie apaisée? D'abord, Biden a renversé 2 décisions très importantes de Trump, c'est-à-dire l'accord de Paris sur le réchauffement de la Terre. Trump a retiré les États-Unis de cet accord, mais Biden dit que c'est tellement important comme problème mondial qu'il faut rentrer dans cet accord de Paris. Deuxièmement, il y avait l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Sous Obama, l'Iran a dit que nous allons réduire notre enrichissement de l'uranium pour être sûr de ne pas avoir une arme nucléaire. Et ils ont ouvert toutes leurs usines, etc. Et l'Amérique était là pour superviser cet accord. Trump a dit, nous allons quitter cet accord et nous allons faire pression sur l'Iran. 2 décisions vraiment très mauvaises. Donc Biden est rentré dedans. Et finalement, Biden a dit, quand il y a des pays dans le monde qui font des mauvaises choses contre nous, nous allons riposter. Donc, Poutine en Russie, il a essayé d'aider Trump dans l'élection américaine par les moyens sociaux. Et aussi, il a fait des choses contre notre sécurité cyber. Donc, Biden a eu une réaction très forte. Il a expulsé pas mal de diplomates russes, n'est-ce pas? Et du côté de Chine, il a dit que la Chine est en train de voler nos secrets industriels, n'est-ce pas? C'est inadmissible. Aussi, la Chine est en train de faire un esclavage des musulmans qui travaillent dans l'Ouest, les Ouïghurs. Donc, il faut pas laisser ça passer sans riposte. Donc, nous allons appliquer des sanctions contre la Chine maintenant. En même temps, il faut coopérer pour le réchauffement de la Terre. La Chine et les États-Unis sont les plus grands pollueurs pour les émissions de carbone. C'est la Chine et les États-Unis. Donc, la Chine et les États-Unis sont d'accord pour travailler ensemble. Donc, c'est un mélange de bon et de mauvais.
Merci Herman pour cette analyse. Joe Biden a respecté son engagement de mener une politique étrangère qui soit conforme aux intérêts des Américains. Changement de sujet après cette pause, la cérémonie des Oscars. La remise des Oscars a lieu dans une gare de Los Angeles. Elle s'est déroulée sans surprise véritable jusqu'à la fin où elle a un peu déraillé avec l'annonce du vainqueur de l'Oscar du meilleur acteur, René Lec. Oui, Claude, bon, beaucoup de cinéphiles, je sais que vous en êtes un, j'en suis un, relativement amateur, je dirais, mais s'attendait à ce que, bon, Chadwick Boseman, qui est mort juste après l'enregistrement de Ma Rainey Back Bottom, dans lequel il a eu une performance absolument magistrale, hein, tout comme du reste Viola Davis du côté des femmes. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui qui gagne à titre posthume, presque j'ai envie de dire, l'Oscar. Mais finalement, ça a été quand même un géant du cinéma américain, un géant du cinéma mondial, Anthony Hopkins, qui l'a finalement emporté. Donc, il est difficile c'est comme on dit en anglais, c'est judgment call. Les deux options me paraissent aussi soutenables. En tout cas, John Hopkins, c'est quoi qu'on puisse dire. Anthony Hopkins, c'est quand même un acteur de grande renommée qui n'a, je crois, jamais gagné d'Oscar, ce qui était assez surprenant. Moi, j'avoue que j'étais surpris, j'étais persuadé qu'il en avait gagné même plus d'un dans sa carrière, ce qui n'était pas le cas. Bon, maintenant pour Boseman, c'est assez surprenant. Bon, côté dames également, chez les actrices, c'était aussi un peu surprenant. Il y avait d'autres noms qui semblaient être plus en vue, comme celui de Andra May, qui a joué le rôle de Billie Holiday, ou comme tout à l'heure, je l'ai mentionné, Viola Davis. Bon, pour l'Oscar du meilleur film, Nomadland, bon, il est évident que, bon, c'est qu'ils pensent que, bon, c'était un segment assez marginal de la société américaine qui était mis en avant, alors qu'il y avait beaucoup de questions beaucoup plus importantes qui étaient abordées dans d'excellents films. On a parlé du film sur le viol, Promising Young Woman, qui est un film magistral qui, heureusement, a gagné le film du meilleur scénario. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Claude. Je vous avais dit, c'est l'un des meilleurs scénarios que j'ai vu au cinéma depuis très longtemps, depuis Parasite, je crois. Et bon, ce n'est pas lui qui l'a gagné, c'était pas non plus les autres films dont nous avons beaucoup parlé, notamment Judas and the Black Messiah, qui aussi était un peu l'un des favoris. À part ça, d'autres surprises ou en gros, c'était les résultats auxquels vous vous attendiez. Pour revenir à cette histoire du meilleur acteur et de la meilleure actrice, personne ne peut contester que Anthony Hopkins le méritait, pas plus que Frances McDormand, qui est une actrice extraordinaire. Donc, dans ce cas-là. Mais oui, vous parliez de Promising Young Woman. Est-ce que vous avez été un peu déçu que le film ne reçoive qu'un seul Oscar? Enfin, l'Oscar prestigieux tout de même. C'est le scénario. Ouais. Mais j'ai presque envie de dire qu'il n'y avait pratiquement pas de compétition là, à ce niveau-là. Hein. Parce que moi, je vous avoue, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais écoute, ça, c'est l'un des scénarios les plus extraordinaires que j'ai vus. Très, très bien mené, des tas de rebondissements. À aucun moment, on arrive à voir dans quelle direction ça va aller. Et pourtant, ça se tient. C'est pas un truc où on a rabiboché des éléments qui ne sont pas liés pour créer une surprise artificielle. C'était vraiment très, très bien mené. Et donc, j'ai presque envie de dire, elle ne pouvait pas ne pas gagner le prix du meilleur scénario. Ça, c'était quasiment... je ne voyais même pas comment ça pouvait être possible. Donc, en gros, une bonne cuvée 2021. Oui, je trouve. Séparé, je voudrais signaler la mort du second des 3 astronautes d'Apollo 11, après Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune en 1969. C'est Michael Collins qui vient de disparaître à l'âge de 93 ans. Et il n'avait jamais marché sur la Lune car il était resté à bord du vaisseau spatial qu'il pilotait
en attendant le retour du module lunaire qui allait ramener Armstrong et Buzz Aldrin après leur exploration lunaire. Son rôle, bien que capital, ne lui avait pas attiré la même gloire que celle réservée à ses deux coéquipiers, mais il avait accepté avec une grande humilité. Le seul survivant donc de ce vol historique, c'est Buzz Aldrin, qui a 93 ans et est l'un de ceux à avoir eu l'étoffe des héros, selon l'expression du romancier Tom Wolfe. Si vous permettez, Claude, sur Collins, je veux juste faire remarquer qu'il y a une chose, j'avais lu à l'époque, c'est il y a une dizaine d'années, un livre justement qui montrait que c'est le premier homme à l'époque de notre ère qui s'est retrouvé à un moment, chaque fois que, parce que celui qui est resté en orbite autour de la Lune, mais chaque fois qu'il était sur la partie cachée de la Lune, il était coupé du système de communication. C'est la première fois qu'un être humain se retrouve, si vous voulez, à temps régulier, dans un espace où il est totalement coupé de l'univers humain. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire et à chaque fois, il y avait une tension à la NASA énorme pour savoir est-ce qu'il allait réapparaître sur les radars en sortant de la vue de la partie cachée de la Lune. J'avais trouvé cette histoire absolument fabuleuse, ça m'avait vraiment beaucoup impressionné. Je me souviens que j'en ai rêvé même pendant plusieurs jours. Je me dis, waouh, ça doit être extraordinaire que de se retrouver dans ce type de situation où vous êtes en fait livré à vous-même dans l'univers de notre je ne sais même pas quoi dire, c'est pas de l'univers de notre univers, mais en tout cas de se retrouver dans cette situation un peu en dehors de l'univers humain, quelque chose d'extraordinaire. Et Michael Collins, oui, Denis? Il n'est pas devenu lunatic. Oui, Michael Collins a été l'astronaute solitaire et aussi l'astronaute un peu oublié. Je voudrais terminer avec, par une note un peu personnelle, l'un des privilèges de mes quelques 50 années de journalisme a été de pouvoir couvrir justement le lancement d'Apollo 11 depuis Cap Kennedy et ensuite le déroulement de la mission au centre de contrôle des vols à Houston. Un grand moment dans l'histoire de l'humanité. Merci René, merci Denis et Herman, sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Njemba. Et merci à vous qui nous avez suivis. Faites connaître l'émission autour de vous et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions, suggestions et adressez-les à frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.